Donc, troisième exposé, Isabelle Garcin-Marou, qui est professeure des universités à l'Institut d'études politiques de Lyon et qui va nous parler aussi des émeutes avec une communication sur les émeutes de 2005 et 2006 dans les discours de presse, 2010, pardon, dans les discours de presse français. Merci. Bien. Alors, je vais essayer de faire aussi rigoureux dans la tenue du temps. Les discours de presse autour des émeutes et des différents épisodes d'émeutes ont été analysés par beaucoup de chercheurs, et dans beaucoup de travaux, on trouve effectivement un ensemble d'éléments explicatifs qui sortent de ces discours de presse et qui se concentrent sur les problèmes de société tels que le chômage, la délinquance, l'insécurité, la mixité ethnique et l'échec scolaire. Donc on trouve ça à de nombreuses répétitions. On trouve ce type d'explication aussi, relevé dans les médias, dans l'analyse que pouvait faire par exemple Jill Eddy des émeutes de Watts et de Los Angeles, où elle relève ces deux grands cadrages qui sont le cadrage du lawlessness behavior, et qui construit donc les violences comme des comportements délinquants, et puis l'autre cadrage, celui des economic and social conditions, qui explique les violences à partir des difficultés des habitants, en l'occurrence des ghettos. Et donc je vous propose de revenir sur les émeutes, sur les discours issus de la presse d'information générale française à l'automne 2005 et à l'été 2010. Donc automne 2005, j'ai pas besoin de revenir. Été 2010, c'est ce dont parlait à l'instant, ce à quoi faisait référence à l'instant Amandine, c'est-à-dire des émeutes à La Villeneuve, donc dans l'immédiat périphérie de Grenoble. Et je vais travailler sur quelques éléments d'analyse à la fois narrative et lexicale. Donc je repars sur des choses qui vous ont été expliquées là, où on verra que les discours de la presse sont tiraillés effectivement entre ces grands cadres explicatifs, donc la délinquance ou l'exclusion, mais que finalement surtout ce que nous disent les discours de presse, c'est une espèce de bataille intérieure, comme pouvait la qualifier Foucault, bataille intérieure dans laquelle semble en fait engager l'État français d'un côté et les jeunes habitants plutôt masculins des banlieues ou des quartiers dits difficiles. Et évidemment, la façon dont j'envisage les discours médiatiques, c'est de les travailler, de les comprendre comme des dispositifs symboliques, d'exercice du pouvoir, qui bien sûr racontent, interprètent les émeutes, mais qui surtout vont réaffirmer au fil du temps et au fil des émeutes la primauté de l'ordre et de la sécurité, donc avec une perspective sécuritaire relativement dominante. Alors, oui, si je ne fais pas défiler mon... Voilà, ça c'est le corpus sur lequel j'ai travaillé. Donc, je travaille quand je me focalise sur ce genre d'événements, je travaille en gros sur les premiers jours qui suivent les émeutes, parce que le but c'est d'essayer de comprendre comment dans un temps chaud de la crise, c'est-à-dire dans un temps où il faut produire du discours médiatique et où les ressources sont pas forcément faciles à mobiliser pour les journalistes, eh bien comment finalement se construisent des espèces de réflexes discursifs, des cadres qui viennent, qui s'imposent et qui vont finalement, pour avoir quand même évidemment travaillé aussi sur ce qui se passe dans la suite, qui vont déterminer pour une grande part le cadrage dominant qu'adopte un journal dans la construction d'un événement particulier. Et ce qui m'intéresse, c'est de repérer de voir comment finalement dans des discours qui se présentent comme étant des discours très factuels, des discours de récit ou d'analyse à chaud de ce qui est en train de se passer, eh bien se construisent des univers normatifs, des univers symboliques qui vont peser fortement sur la façon dont une société intègre les événements à son histoire. Et ce que tu montrais tout à l'heure sur le rappel, l'inscription mémorielle de 2005, c'est-à-dire effectivement 2005 et l'absorption sociopolitique de ce qui s'est passé en 2005, c'est effectivement les banlieues en flammes. Voilà. Et ce qui me semble intéressant d'envisager, c'est de voir que finalement les discours médiatiques fonctionnent comme, proposent ou construisent les mythologies ou des mythologies telles que les analysait Roland Barthes, c'est-à-dire qu'ils naturalisent une représentation évidemment construite des événements, mais en faisant ça, ils lui donnent la force de l'évidence. Donc on va essayer de voir un tout petit peu ce qui se passe dans ces discours. Et donc je vais travailler sur deux grands points. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais choisir ceux-là. À savoir, premièrement, la façon dont les journaux expliquent les violences, et donc c'est un espèce de fil normatif qu'on va trouver dans les journaux avec ce balancement entre délinquance et exclusion, et puis
lié à ça, la façon dont se construit une identité des jeunes émeutiers, une identité d'altérité, et avec la proposition qu'on est là quand même face à la construction de ce qui serait pas si nouvelle que ça, mais quand même une autre classe dangereuse. Et puis je conclurai, j'essaierai de tenir le temps, en montrant comment finalement ça s'inscrit dans des conceptions de l'ensemble sociopolitique qui sont relativement anciennes, mais qui sont structurantes. Et je parlerai un tout petit peu de Hobbes et de Spinoza, mais j'en parlerai pas trop longtemps. Alors, pour repartir sur le premier point, donc l'explication des violences entre délinquance et exclusion, en 2005 comme en 2010, la qualification des violences à partir du cadrage de la délinquance est présente dans la majorité des journaux du corpus. Alors c'est évidemment un cadrage qui est lié à une perspective sécuritaire. Amandine a déjà dit des choses là-dessus, j'y reviendrai un peu. Et ça se joue notamment dans le fait que les premiers jours, les journaux font évidemment tous état des dégâts, des affrontements. Alors je passe sur les photos qui sont extrêmement nombreuses. Et ces photos des dégâts, des affrontements, généralement prises d'ailleurs, c'est une question de regard, une perspective du point de vue des forces de l'ordre vers les jeunes, se retrouvent même dans les journaux qu'on j'appellerais compréhensifs, qui vont quand même essayer d'ouvrir un peu le spectre de l'interprétation et de laisser un peu une place aux jeunes gens. Donc on a ça de façon assez forte au début. Malgré tout, on a quand même une ligne de partage qui apparaît assez vite et dans les tout premiers jours, entre les journaux qui situent l'origine des émeutes dans le constat ou dans la dénonciation de violences urbaines récurrentes, et puis d'un côté, donc, qui sont majoritaires, et de l'autre, ceux qui vont ancrer leur récit dans la mise en cause de l'exclusion socio-économique. Et dans cette perspective-là, la mention qui est faite des violences policières initiales, que ce soit en 2005, la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, ou en 2010, la mort de Karim Boudouda, qui par ailleurs était un truand, un braqueur, mais cela étant, il est assassiné, enfin il est tué au pied de son immeuble. Cette mise en cause par les journaux de la violence policière initiale est une façon aussi de cristalliser l'exclusion dont font l'objet une partie plus large des habitants de ces banlieues, quartiers, etc. Alors, Le Figaro et La Croix, je ne reviens pas sur le débat, enfin sur ces histoires de qualificatifs qui ont été très bien travaillées par plein de collègues là depuis ce matin. Le Figaro et La Croix vont surtout mettre donc en avant le caractère sensible, avec ou sans guillemets, pardon, des communes où les violences urbaines, les violences juvéniles sont fréquentes. Et finalement, dans cette mise en place, je vous donne un exemple là du Figaro, la délinquance des jeunes gens apparaît, une délinquance un peu essentielle, naturalisée, apparaît comme le motif central, motif explicatif central et quasi unique d'ailleurs des éruptions répétées. Alors il faut noter d'ailleurs qu'en 2010, le Figaro monte d'un cran puisqu'il raccorde, comme vous le voyez là dans les petits extraits qui sont donnés, il raccorde la délinquance au grand banditisme. C'est-à-dire que là, il y a quand même un franchissement d'un cap. C'est-à-dire que pour le coup, là, on n'est pas vraiment dans l'euphémisation, en tout cas pas dans le Figaro. Ce qui est intéressant et ce que juste je voulais vous signaler par rapport au Figaro, c'est qu'on retrouve là, par rapport à cette description, cette explication des violences, des stratégies de discours que Didier Bigot et Daniel Herman avaient identifiées en 1986, ça fait assez longtemps, mais sur la façon dont l'État parlait ou traitait du terrorisme. Et ils avaient mis à jour ces deux stratégies qui sont la dissimulation et la simulation. C'est-à-dire la dissimulation, c'est le fait qu'on nie le caractère politique des violences et on les traite comme des violences crapuleuses, en l'occurrence là les violences terroristes. Et puis quand ça marche pas, eh bien on entre dans une simulation d'un état de guerre. Et on retrouve en fait les deux registres discursifs dans ces extraits du Figaro. C'est-à-dire qu'à la fois on est du côté de la crapulerie, du banditisme, mais aussi on est en même temps dans une situation d'état de guerre. Donc voilà. Petit extrait de La Croix. Donc pour La Croix, c'est assez intéressant de voir ce que fait La Croix, qui fait par ailleurs des choses parfois un peu différentes, mais là, La Croix est sur un registre très très similaire à celui du Figaro, avec une mention, une répétition dans les discours. J'ai mis que quelques extraits, mais ça se fonde évidemment sur une analyse exhaustive de ces premiers jours, une répétition très très fréquente de la désignation violence urbaine, et ces violences urbaines du coup deviennent la seule cause possible de chaque événement ponctuel. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un état de violence urbaine récurrent qu'il y a des éruptions. Donc on a dans ces deux quotidiens une insistance sur des problèmes généraux, donc de violence, qui touchent certaines communes et qui symbolisent quand même de façon assez nette une remise en cause marquée du contrat social
En gros, contrat social ou contrat au terme duquel aussi l'État est le seul détenteur du monopole légitime de la violence. Voilà, il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que pour le coup, là, ce qui se passe brise cette légitimité, et donc évidemment, les violences sont illégitimes. Et donc, chaque événement, du coup, devient une transgression majeure et récurrente de l'ordre social et politique, ce qui veut dire que là, la transgression devient le seul cadre de compréhension, le seul cadre de récit et d'interprétation des violences. Alors, on retrouve la même chose, quoique un tout petit peu plus nuancé, dans Le Monde et dans Le Parisien, qui vont proposer une dénonciation assez ferme des violences, mais qui vont quand même tenter de prendre en compte la question de l'exclusion socio-économique. Alors, ça se fait, donc vous voyez, en 2005 comme en 2010, et vous voyez que Le Monde est très tiraillé, puisqu'en 2010, Le Monde mentionne le fait qu'il y a quand même un symbole, enfin, il s'est passé quelque chose d'un peu lourd dans le fait que le jeune braqueur a été tué au pied de son immeuble dans son quartier, dans le quartier où il habitait, et qu'évidemment, ça peut avoir provoqué de l'attention, mais en même temps, Le Monde mentionne l'économie parallèle, les trafics de stupéfiants, etc. Donc, on a évidemment une mention de la violence qui peut être faite aux jeunes, mais on a aussi cette mention de l'économie marginale qui est insupportable, entre guillemets, du point de vue de la norme sociopolitique. C'est-à-dire qu'on est dans la transgression. Donc, cadrage quand même relativement fort. Le Parisien, lui, pointe l'écart à la norme. Alors, l'écart à la norme qui recouvre en fait l'écart à la centralité urbaine. Donc là, la question de la marginalité des quartiers, finalement, suffit à définir la marginalité des comportements. Donc, c'est moins fort dans Le Parisien et dans Le Monde. On a une tentative de concilier les deux grands cadrages, délinquance et exclusion, mais on a quand même une domination du cadrage délinquance qui est tout à fait nette. Alors, les deux autres journaux, sans trop de surprise, mais quand même, qui ancrent leur récit dans un registre de dénonciation de l'exclusion, ce sont L'Humanité et Libération. Alors, il faut rappeler bien sûr que ce ne sont pas forcément les journaux dominants dans le champ de la presse quotidienne générale. Donc, leur discours a de l'importance, mais en termes simplement d'audience, c'est un discours qui a moins d'audience, tout bêtement, que le discours, notamment, du Figaro. Bon, petite mention en passant. Alors, Libération. Alors Libération, là, je vais juste citer ces extraits qui sont tout à fait nets. C'est-à-dire que pour Libération, la question de l'exclusion est tout à fait centrale. Et il est intéressant de noter, je ne l'ai pas mise là, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, une photo assez impressionnante qui paraît dans la séquence événements de Libération, donc dans les pages de 3, où on voit une photo effectivement des policiers, des jeunes, mais cette photo elle est prise de côté, c'est-à-dire qu'on est ni d'un côté ni de l'autre, et on observe effectivement la violence des policiers en train de s'exercer à destination des jeunes gens. Voilà, on a beaucoup aussi de citations des habitants, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment. Extrait de l'Humanité, où là on a vraiment là aussi bien sûr cette dénonciation très très forte de l'exclusion, de l'impasse, de la question de l'existence des ghettos, et du fait que finalement la colère, notamment en 2010, la colère des jeunes gens et des habitants du quartier est nettement à relier à cette mort du jeune braqueur, qui en l'occurrence est quand même mort, et qui évidemment renvoie à cet résultat d'injustice latente et accumulée. Donc dans les deux journaux, on a une énonciation et une dénonciation des impasses sociales et politiques dans lesquelles sont enfermés les jeunes habitants de ces communes. Et donc on a évidemment la mention dans ces deux journaux de la violence des jeunes gens, mais c'est évidemment la violence de l'exclusion qui est dénoncée de façon principale. Alors, ce que je voulais juste ajouter sur cette espèce de situation entre deux du Monde et du Parisien, c'est que, a priori, on a l'impression qu'ils mobilisent les deux cadrages. Sauf que quand on y regarde de plus près, c'est-à-dire quand on croise les analyses, fait de la triangulation de méthode, et qu'on regarde, qu'on fait une analyse narrative complète, qu'on intègre les éléments de dispositif, qu'on regarde les photos, la titraille, etc., il apparaît que quand même le cadrage dominant, c'est bien le cadrage de la délinquance, et que du coup, les articles, par exemple, s'ouvrent et se ferment sur les questions de maintien de l'ordre. Et évidemment, le programme narratif général de ces journaux, c'est bien un programme de nécessité de l'intervention de l'État. Alors, tout ça nous amène à un deuxième point qui est la figure des jeunes gens et la figure... Oula, 5 minutes. Alors, j'accélère. Figure des jeunes gens qui va être construite vraiment comme une nouvelle classe dangereuse. Alors, là, je vous montre quelques éléments de la Croix.
Donc vous voyez, j'ai surligné le terme prétendait parce que c'est juste une façon pour la Croix de signaler qu'il n'y a pas de légitimité dans la façon dont on pourrait analyser le lien entre violence des jeunes gens et violence qui leur a été faite. Donc une altérité fondée sur leurs actes. Alors j'attire quand même votre attention sur les termes là, pardon, du Figaro, sur barbarie, sauvagerie, haine, c'est-à-dire que là, voyous, délinquants, donc on a le fait que les policiers se sont fait tirer dessus, voilà, donc quelque chose d'extrêmement fort. Le Parisien et le Figaro, et le Monde, pardon, un tout petit peu en retrait. Alors avec ce truc intéressant dans Le Parisien, qui est que c'est la mention en fait en 2010, on n'a plus de voiture pour partir en vacances, c'est-à-dire que pour le coup là, l'altérité, elle est dénoncée, et y compris, c'est ce que disait Amandine juste avant, par ceux qui partagent l'espace urbain, l'espace de vie des jeunes émeutiers. Donc c'est vraiment une altérité, c'est une altérité dans l'altérité d'une certaine façon. Bon voilà. Le Parisien comme Le Monde n'utilise pas les termes, enfin en 2010 les termes émeutiers et casseurs disparaissent, mais en revanche on a une forte description de ce qu'on appellerait en analyse narrative des compétences, c'est-à-dire des compétences notamment actuelles, c'est-à-dire qu'ils sont armés, ils ont de quoi agir et de quoi agir violemment, donc une description très très nette du caractère menaçant de ces jeunes gens. Alors à nouveau, l'humanité et libération sur une position beaucoup plus compréhensive, parce que là, ce qu'on décrit, c'est la violence, et la violence exercée par l'État via sa force, son bras armé, donc via les policiers. Donc ce que vous voyez là dans Libération, c'est vraiment la description d'une guerre contre un ennemi intérieur, et il se trouve que cet ennemi intérieur, justement, ce sont les jeunes gens. L'humanité, même chose, et l'humanité a un édito qui s'appelle Mystification sécuritaire. Voilà, c'est-à-dire que la désignation du quartier par le terme ghetto qualifie aussi la violence sociopolitique qui leur est faite et du coup les raisons qui ont pu pousser les jeunes gens à faire usage de la violence. Alors, pour avancer, quelques pistes interprétatives pour essayer quand même de dire ça avant de terminer. Sur les discours médiatiques comme technologie de pouvoir, ce qui me semble, c'est que, en gros, ces cadrages, qui sont pas, c'est pas très novateur, hein, il y a beaucoup de gens qui ont montré ça, mais ça renvoie à deux grandes conceptions de l'ensemble sociopolitique. La première conception qui finalement permettrait de comprendre, ou en tout cas d'articuler le cadrage sécuritaire, le cadrage de la délinquance, c'est renvoie à une conception qui fait de la sécurité le fondement absolu de l'État et donc de l'existence de la société, c'est le cadrage hobbesien, c'est-à-dire que la violence est ce contre quoi le processus politique se fonde, et pour que l'État survive, pour que le souverain soit pérenne, eh bien il faut absolument rejeter, réprimer la violence. Donc dans cette conception-là, les actes des jeunes gens ne peuvent être que dénoncés, condamnés, leurs auteurs se placent de facto en dehors, en situation de transgression, et évidemment la dénonciation des violences implique de façon logique et de façon politique la répression. La seconde conception, qui serait plus à l'œuvre finalement dans l'humanité, dans Libération, c'est une conception que je rattacherais plus à ce que Spinoza explique de la constitution de l'État, qui est une conception où bien sûr il faut de la sécurité, mais où en même temps le but finalement de la constitution de l'État, c'est de faire grandir les citoyens, c'est-à-dire de leur permettre d'être plus libres en étant plus raisonnables, et pour ce faire ils doivent pouvoir participer à la discussion de l'ordre du politique. Et du coup, le fait d'exclure les jeunes gens, de leur dénier leur capacité à être des citoyens et à participer de façon plus large à l'ensemble sociopolitique, eh bien c'est les priver de cette possibilité de faire usage de leur raison, c'est les priver de cette possibilité finalement d'être des citoyens actifs. Donc l'identification et la dénonciation de l'exclusion conduit donc ces quotidiens à adopter une position compréhensive, mais cette position compréhensive, elle vise finalement à trouver une voie de compréhension et de remédiation d'un dysfonctionnement sociopolitique bien plus large que ce qui concerne les jeunes gens. Alors, je termine. Pour la figure des jeunes gens,
Ce qui me semble, c'est que cette qualification de cette classe dangereuse, de ces jeunes gens, de cette altérité menaçante, finalement, et ce marquage répété, fait que le contrôle social et le contrôle sécuritaire, et Moustapha Dikkech parlait ce matin de la militarisation, finalement, de l'espace public, et je crois que quelque chose se joue là dans les journaux, qui renvoie au fait que, parce que les journaux répètent et construisent constamment ces actes violents et cette classe dangereuse comme une classe menaçante, eh bien ça rend, et comme le disait Foucault, ça rend acceptable l'ensemble des contrôles judiciaires et policiers qui quadrillent la société. Donc du coup, le rôle des médias là, enfin le rôle des médias, l'effet éventuel du discours médiatique, c'est bien sûr de légitimer une réponse sécuritaire forte, ou en tout cas d'en appeler à cette réponse sécuritaire forte, et cette injonction, elle est liée aussi au fait que finalement, sans une réponse sécuritaire forte de l'État, on a un déséquilibre narratif, c'est-à-dire qu'on a une société dans laquelle la sécurité n'est plus assurée, dans laquelle, du coup, les habitants, la société au sens large, est livrée à une violence qui devait être repoussée par l'établissement du contrat social. Et ce qui me semble important, et j'en terminerai sur ce point, c'est de dire, c'est que cette logique, elle est à l'œuvre, finalement, même d'une certaine façon un peu contre le gré des journaux qui tiennent une posture plus compréhensive, parce en dénonçant un cadre qui est un cadre de l'exclusion, il renvoie constamment à cette figure des jeunes gens comme des jeunes gens qu'il ne faut pas comprendre comme étant menaçants ou qu'il faut construire autrement, mais en attendant c'est quand même eux dont on parle comme ça. Et donc il y a une espèce de cercle vicieux là qui fait que on a une réaffirmation des normes politiques, de normes sociopolitiques à chaque éruption de violence, et ce qui me semble important de dire, c'est que ça ne bouge quasiment pas entre 2005 et 2010, alors qu'après 2005, il y a eu des entretiens de l'information, les journalistes ont dit on va tirer des leçons de nos erreurs, etc. En 2010, on voit que ça bouge quasiment pas, et évidemment, on a là une forme de pesanteur symbolique extrêmement nette qui s'exerce, et qui s'exerce bien sûr à l'encontre de ces jeunes gens, et ce qui motive le fait qu'il faut des journalistes suisses pour essayer de faire bouger les cadres, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on en arrive à notre quatrième intervention d'Isabelle Galichon,